Émission du 8 mai 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, on plonge dans l'univers des travailleuses de rue. Vous les croisez peut-être sans vous en apercevoir, mais elles sont bien là, dans un parc près de chez vous ou encore à marcher dans les rues de votre quartier. Nous recevons ce soir Nathan Depère, travailleur de rue à l'organisme En Marge 12-17. Bonsoir Nathan. Oh, on va allumer ton micro, ça va aller mieux. Salut! Ah, voilà. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, je peux faire ça. J'ai une tuque qui dit Respect your boundaries, mine and yours, suivi d'un outfit coloré turquoise, noir et blanc. Puis ça fait le tour. Les pronoms? Mes pronoms, c'est il. Et accord masculin? Exactement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+. Faire partie des communautés LGBTQ+, je pense que ça veut dire vivre selon sa couleur, sans considérer ou en considération des normes, mais sans nécessité de devoir les respecter à tout prix, puis décider de s'identifier comme on a envie, de façon fluide, puis non linéaire. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le travail de rue? Ce qui m'a amené vers le travail de rue, je pense que c'est la volonté de considérer que dans le travail de l'intervention en général, puis le travail social, c'est pertinent de rejoindre les gens où ils sont. Et je pense qu'avec mon histoire de vie, puis ce que j'ai, le parcours social que j'ai fait, professionnel aussi, ça m'amène à amener à la fois mon expertise théorique dans le cadre de l'académie que j'ai fait dans mon cégep puis l'université, ainsi que mon expérience personnelle d'avoir vécu l'itinérance cachée pendant plusieurs années. Alors, on poursuit dans la discussion dans quelques instants. Et c'est Trana Wintour qui nous présente son billet d'humeur cette semaine. Bonsoir, Trana. Bonsoir. Alors là, ça paraît pas parce que tu t'es dévêtu de ton manteau de pluie, mais tout à l'heure, tu es arrivé toute de noir vêtu. Oui, un look très goth ce soir. C'était la première fois, je pense, que je te voyais aussi, ça sombre dans Non, ton... mais souvent, je porte beaucoup de noir. Oui. OK. Là, d'ailleurs, tu en as un tout petit peu, mais est-ce que tu peux te décrire... Oui, alors j'ai des cheveux bruns dans un coupe style bob et un T-shirt noir et un cardigan avec des couleurs bleues, noires et roses. Et l'hommage de ton chandail aussi. Oui, c'est Alanis Morissette et je pense que j'ai porté le même T-shirt le mois passé. Mais j'ai seulement réalisé en partant de chez moi, j'étais comme « Oh non! » Mais c'est correct, ça veut dire qu'on est vraiment très, très conscient de ton amour pour Alanis. Oui. Écoute, la dernière fois qu'on t'a vu, tu nous as parlé de Sophie Durocher, J.K. Rowling. Oui. C'est une chronique qui a fait le tour des médias sociaux, hein? Oui, Je pense quand même. T'étais pas la seule à vouloir te défouler sur Sophie Durocher, pardon. Oui, ça a quand même eu une réaction plutôt positive. Tout le monde était de mon bord, évidemment. On va voir si c'est le même cas ce soir avec ta chronique. Et puis, on va aussi parler de criminalisation de la non-divulgation du VIH avec l'avocat Laurent Trépanier-Capistran de la COC-SIDA. Le sujet avait suscité bien des questions il y a 2 semaines quand on avait parlé de la campagne I égale I. Alors, on va démystifier tout ça pour vous. Et en culture, on va jaser littérature avec Kamala Macrel qui nous présente des œuvres de Joshua Whitehead. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée, ou je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, je porte chemise Bourgogne, chandail blanc. Bourgogne pour aller avec mes ongles. Ils sont un peu fatigués de mes festivités d'anniversaire, je dois l'avouer. Mais moi, je les toffe toujours 2 semaines. Donc, c'est la 2e semaine. Alors, nous sommes en direct de la taverne Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Alors, Yelsi,
sillonnent la ville pour venir en aide à quiconque en exprime le besoin. Les travailleuses de rue sont une maille importante du filet social pour les communautés LGBTQ+. Du 6 au 12 mai, c'est d'ailleurs la semaine du travail de rue, organisée par le regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue et l'Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec. On en parle avec Nathan Depère, travailleur de rue à l'organisme En Marge 1217. Rebonsoir, Nathan. Rebonsoir. Alors d'abord, c'est quoi au juste le travail de rue là, dans tes mots? Le travail de rue, ça se consiste à intégrer une communauté, de sorte d'y faire part pour faire des changements intrinsèques avec, par et pour, je pense, la communauté. C'est de rejoindre les gens, comme je l'ai dit un peu précédemment, où ils sont et de les accompagner dans peu importe quels sont leurs besoins selon le mandat et la mission de l'organisme tout de même. C'est plus général, le travail de rue. Moi, spécifiquement, je travaille avec les jeunes. Mais en général, le travail de rue, ce que c'est de créer... On utilise souvent l'image du pont, fait que de faire un point entre le jeune, son besoin, puis peu importe la référence nécessaire pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Et donc, depuis 1 an et demi, tu as passé par différentes étapes parce qu'on n'arrive pas dans la rue en ayant immédiatement la confiance des gens qu'on rencontre. C'est quoi le processus, je ne vais pas dire d'acclimatation, mais d'intégration dans la communauté? Oui, bien, la première étape est très simple, c'est de se faire voir. Donc, tu fais pas grand-chose, un peu partout, puis souvent aux mêmes endroits, afin de créer des repères visuels avec les gens. Parce que l'objectif, c'est pas évidemment de profiler qui que ce soit, puis d'aller les voir, puis être comme « Hey, salut, aurais-tu besoin de mon aide? » Puis d'assumer que ces gens-là ont des besoins ou même qu'ils voudraient recevoir du tien, de ton aide à toi. Fait que ma job, c'est juste d'être présent, d'être là jusqu'à ce que ça dérange assez pour que quelqu'un soit comme « Hey, ça fait comme 3 semaines, 3 mois que je te vois traîner là. T'es qui? » Puis que je me présente, je suis comme « Salut, moi c'est Nate, je suis travailleur de rue. » Et là, mon premier lien vient de se faire. La chance que moi j'ai eue, c'est que je travaillais déjà en hébergement, qui est un hébergement 12-17 tout le temps, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que j'avais fait des liens avec des jeunes, ce qui me permettait de les reconnaître dans la rue puis d'avoir déjà des liens créés. Et mettons une journée typique. Je sais qu'elles sont jamais toutes pareilles, tes journées, mais une journée typique dans la vie d'un ou d'une travailleuse de rue, ça ressemble à quoi? Je pense que ça dépend si on a, si t'es juste un organisme de travail de rue puis que t'as pas d'hébergement, ça va être différent. Moi, parce que je travaille avec un hébergement, mon point de départ, c'est tout le temps l'hébergement qui est ouvert tout le temps. Fait que je passe par là pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des références qui m'ont été faites, j'ai-tu des accompagnements nécessaires à faire durant la journée que je vais prioriser. Si c'est pas le cas, si j'ai pas déjà de rendez-vous cédulé, ce qui pourrait être le cas, des fois j'accompagne des jeunes au tribunal, à l'hôpital, au CLSC, au centre jeunesse, aller chercher leurs affaires chez leurs parents. Tout est possible selon le besoin. Si c'est pas le cas, puis que j'en ai pas, ben là, je vais faire de la rue. Fait que je remplis mon sac. Est-ce que je t'explique tout de suite ce que je mets dans mon sac? On va y revenir tout de suite après. Puis je m'enfuis, je me mets à parcourir les rues. C'est sûr que là, parce que ça fait 1 an et demi que je fais du travail de rue, je sais un peu sont où mes spots. Fait que je vais faire mes spots habituels. Je vais aller dans les parcs, dans des... Je n'aimerais pas par billet de confidentialité ici où je me présente, mais je m'en vais dans différents endroits. Moi, je travaille au Centre-Sud. Fait que mon quadrilatère, si tu veux, là, c'est de Saint-Laurent à Frontenac, puis René-Lévesque jusqu'à... my God, Sherbrooke. Exact. Et donc, voilà, je vais me promener, je vais présenter, je vais peut-être rencontrer des nouveaux jeunes, peut-être que je vais voir les mêmes jeunes que je vois d'habitude, faire le tour, aller faire de l'observation une fois de temps en temps aussi. Fait que pas nécessairement être en train de faire de l'intervention, mais juste rester puis voir qu'est-ce qui se passe pour m'assurer que mes cues sur les différents endroits sont toujours les mêmes ou de réadapter sinon mes présences. Parlons-en de ton sac. Parce que, bon, moi, j'ai une amie qui a été travailleuse de rue pendant plusieurs années. J'étais vraiment impressionné par son sac. Il est gros, il est lourd, il est plein. Qu'est-ce que tu trimbales dans ton sac? Oui, OK. Je trimballe la nourriture pour chien, la nourriture pour chat. Je trimballe des snacks, fait que la nourriture pour les humains aussi, des jus. De l'eau, j'essaie de pas trop avoir de bouteilles d'eau sur moi parce que c'est lourd, mais j'en achète beaucoup. On a un budget de rue, dans le fond, là, fait que j'ai pas besoin d'avoir tout sur mon sac pour pouvoir l'offrir aux gens. Fait que ça va aussi être adapté selon le besoin de l'individu que je rencontre à ce moment-là. Je vais avoir tout ce qui est effet de consommation, fait que dans la réduction des méfaits. J'ai des pipes à crack, des pipes à mettre, des allumeurs, des torches. J'ai les kits d'injection aussi pour les gens qui s'injectent.
Par rapport à... Ben, j'ai aussi tous des stocks d'hygiène dans le même fait pour la consommation, pour la réduction des méfaits, mais aussi juste pour les besoins de base. Et puis, j'ai dans mon sac spécifiquement parce que je veux être considéré, puis c'est important pour moi d'être vu comme un allié par la communauté LGBT. J'ai du TransTape que je pourrais définir si nécessaire. Puis j'ai aussi les injections, puis les seringues, puis les aiguilles nécessaires pour les injections intracutanées, puis sous-cutanées, puis intramusculaires. Donc, TransTape, effectivement, pour peut-être les auditoristes qui ne savent pas, c'est... Oui, du TransTape, dans le fond, c'est un tape qui est utilisé pour venir aplatir le chest puis avoir l'impression d'avoir une poitrine qui est plus plate, dans le fond, qui est utilisé spécifiquement pour ça. Il y a d'autres outils aussi qui sont faits pour ça, mais ça, je me le fais donner dans le cadre d'un autre organisme communautaire. Et donc, je permets de l'offrir plus facilement. Puis ça me permet aussi de montrer les différentes couleurs offertes, ce qui est le fun. Donc, tu sors dans les rues, tu te promènes dans le quartier et une des choses que en fait, une des personnes aussi ou des personnes que tu vas rencontrer, ce sont des poteaux. Pas des poteaux, évidemment, à intervalles réguliers dans la rue, là, mais c'est un terme, en fait, qu'on utilise dans le jargon du travail de rue. Qu'est-ce que c'est un poteau, exactement, pour toi? Puis, qu'est-ce que ça fait dans ton travail? Un poteau, c'est genre le phare que j'ai dans ma rue. C'est ce qui me permet d'éclairer un petit peu les endroits où mon regard devrait porter attention. Pas que j'ai ma propre pertinence dans mon jugement clinique, mais eux, c'est des gens qui sont dans la communauté. C'est des jeunes avec qui je travaille. C'est des jeunes avec qui je travaille, mais qui ont la spécificité d'être au courant de beaucoup de choses, de ce qui se passe dans la communauté, dans le centre, là où le centre-sud, c'est là où je travaille. Donc, je pense qu'ils ont comme deux particularités. Un, c'est de connaître qu'est-ce qui se passe dans la vie de qui, qu'est-ce qui pourrait nécessiter mon attention. Et aussi qu'il y a un large réseau social qui me permet de faciliter le transfert de liens de confiance. Justement, as-tu une anecdote à raconter de comment un poteau a pu te permettre de gagner la confiance d'un jeune ou d'une jeune? Oui, définitivement. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un jeune avec qui j'avais tenté de créer un lien, puis qui était très réticent, me disant que j'étais définitivement un undercover cop. Puis j'ai réalisé que de répondre j'ai-tu vraiment l'air d'un undercover cop, c'est la phrase à ne pas dire, parce que c'est la phrase que tous les undercover cops disent, fait que ça m'a absolument pas aidé. Et donc, je respectais son besoin de ne pas être en contact avec moi. C'est ton parc, t'es pas intéressé à ce que je sois là, je vais quitter, jusqu'à ce que, éventuellement, une couple de semaines plus tard, je le recroise avec un autre jeune qui, lui, me connaissait, puis qui m'a fait signe, puis il était comme « Hey, Nate, viens-t'en, j'ai besoin de telle affaire. » Puis ça a permis le fait que là, par la suite, quand je rencontrais le jeune qui pensait que j'étais un undercover cop avant, maintenant me parle, et il y a un lien de confiance qui a été créé sans que j'aie besoin de prouver mon identité de façon théorique, puis d'être comme « Je vais te passer mon boss, on va se parler, comme ça, tu vas être sûr que je suis pas, tu sais, je travaille vraiment avec l'intervention. » Fait que de prendre le temps. Puis, mais ouais, voilà. Prendre le temps aussi, tu le fais avec de la musique, parce que des fois, comme tu as dit tantôt, tu passes du temps dans un parc juste pour comme, montrer ta présence. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Parce que tu n'es pas juste là non plus à regarder dans le vide. Non, effectivement. Ce qu'ils nous conseillent, je pense qu'on fait notre formation pour faire TR1 puis apprendre un peu c'est quoi le travail de rue. Ils disent tu peux lire un livre, tu peux gosser sur ton cell. Moi, les deux options m'intéressent pas. Lire un livre, j'ai vraiment de la difficulté, je trouve, à être hyper vigilant sur mon entourage puis ce qui se passe autour de moi. Puis le cellulaire, j'ai juste l'impression que ça ferme complètement la possibilité que quelqu'un puisse venir interagir avec moi. Fait que j'ai un acquis, puis j'ai acheté aussi un harmonica, puis je me pratique à jouer, puis je suis assez poche que j'attire l'attention autour de moi, puis ça me permet de... Tu travailles principalement avec les jeunes, mais comme tu disais aussi, tu peux aussi, les jeunes adultes, ça peut entrer dans les personnes auprès de qui tu vas intervenir. Est-ce qu'il y a un portrait type des personnes que tu aides? La réponse courte, c'est non. Je pense que ce qui les regroupe, c'est leur besoin de se retrouver, c'est l'envie d'être libre, de vivre leurs expériences. Mais ça me prendrait des heures, puis là, je me suis fait dire que mes réponses doivent durer moins d'1 minute pour pouvoir... ce que j'ai de la difficulté à faire. On va prendre le temps quand même. Ouais, vas-y. Mais je pense que le portrait type, c'est des jeunes qui ont besoin de vivre autre chose que ce qui leur est permis à l'extérieur, à l'intérieur, puis leurs endroits où ils sont affiliés généralement. Je pense qu'il y a tout le temps une question de sécurité puis de confort là où t'es. La rue, ça peut être un choix, ça peut ne pas être un choix. Je travaille avec du monde de 12-17 ans, fait que c'est soit des fugueurs qui ont fugué de chez eux ou qui ont fugué du centre jeunesse, ou ça a été des mises à la porte. Fait qu'il y a aussi cette réalité-là. Dans une optique où c'est un choix, il y a une question, ultimement, moi, ce que j'aimerais me ramener, puis le point tournant un peu de la majorité de mon discours sur le sujet, c'est qu'il y a tout le temps
un choix entre la sécurité émotionnelle et la sécurité physique. Puis quand la sécurité émotionnelle est choisie over la sécurité physique, ben c'est là qu'on peut commencer à se poser les questions. Ben genre, qu'est-ce qui amène le jeune à choisir que son confort ça va être préférable d'être dans la rue, et puis dans les organismes communautaires qu'au centre jeunesse, où ils sont nourris, où ils sont logés, ou chez eux, où ils sont nourris, puis ils sont logés de la même façon. Donc, quand tu dis sécurité émotionnelle, c'est qu'ils vont choisir de quitter, par exemple, un toit, un confort matériel, parce que émotionnellement, ils n'en peuvent plus. Oui, exactement, parce qu'ils pensent que mieux est ailleurs. Puis après ça, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire, qu'est-ce qui est la réalité, ça va dépendre de chaque personne. Mais je pense que l'important, puis le point tournant, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec le jeune, puis de jaser, puis de justement pas assumer que ça fait 1 an et demi que je fais ça, ou ça fait 7 ans que mon collègue fait ça, fait qu'il sait, il en a vu d'autres, puis comme, il y a juste 3 raisons pour lesquelles est-ce que tu pourrais être dans la rue, ça va être laquelle des 2, puis des 3, puis d'essayer de trouver, puis de juste laisser libre la possibilité de la personne de définir, elle, sa raison pour laquelle est-ce qu'elle se retrouve devant toi à ce moment-là. Quels sont les besoins spécifiques des membres des communautés LGBTQ+, que tu côtoies? Encore une fois, tu peux faire une réponse longue, si tu veux. De se retrouver dans une communauté qui les comprend, de ne pas avoir besoin de constamment se justifier, de ne pas avoir l'impression d'être attaqué par le fait d'être, peu importe ce que ça veut dire pour eux. Je pense qu'il y a aussi une... Je pense que quand tu es dans la rue, puis tu sais aussi, faut considérer qu'il y a beaucoup d'itinérance cachée. C'est pas parce que ce que ça veut dire l'itinérance, c'est pas juste que quand on ferme les yeux, qu'on on dit itinérant, puis ce qu'on voit, je pense qu'on a toute une image un peu stéréotypée de ce que c'est. Puis ultimement, c'est beaucoup plus large que ça l'itinérance. Il y a effectivement énormément. J'ai parlé brièvement plutôt d'itinérance cachée quand je parlais de mon propre expérience. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de types de ça. Puis c'est souvent des gens qui vont se retrouver, qui se retrouveront pas dans la rue. Ce sera pas nécessairement, ça va peut-être même pas des gens avec qui je vais croiser dans la rue pour cette raison-là, mais qui vont couchsurfer de couch en couch parce qu'ils sont inconfortables ou qui vont se trouver des dates, puis qui vont suffisamment pour qu'ils puissent dormir tout le temps chez quelqu'un d'autre sans nécessairement avoir à être chez eux. Fait que leur besoin, c'est d'échapper, en fait. Je pense que je commencerais par la négative, d'être comme, je pense que leur besoin, c'est de ne pas vivre, peu importe ce qu'ils vivent, dans l'endroit où ils sont, plutôt que d'être quelque chose de spécifique, parce qu'après ça serait vraiment, faudrait s'asseoir puis faire une entrevue avec chacun des jeunes pour définir ce que c'est. Puis je me sens pas super confortable à donner à généraliser sur ce sujet-là, parce que je trouve que l'individualité est tellement prenante puis pertinente pour l'histoire du jeune puis pour la façon d'interagir avec eux, que ça serait réduire à quelque chose sur lequel je peux pas mettre de mots. En même temps, ces membres de la communauté LGBTQ+, font face à des défis, notamment avec le système public. Qu'est-ce qui fait, ou je ne veux pas dire qu'il faut nommer toutes les raisons, mais qu'est-ce qui fait, entre autres, que dans le système public, on échappe, je me sens guillemets, là, mais ces personnes-là qui se retrouvent éventuellement à la rue? Pour la nécessité de devoir... Bien, parce qu'il y a des causes. Je pense que comme on n'a pas le choix là, dans l'institutionnel, ça va être leur discours d'être comme on n'a pas le choix d'avoir ces réformes-là, ces spécificités-là, puis de cocher lequel est lequel, puis d'aller là-dedans. Les centres sont genrés généralement. Il va y avoir des centres pour femmes, il va y avoir des centres pour hommes. Puis bien là, après ça, selon ton genre, tu vas te retrouver là. Après ça, encore une fois, pour la sécurité, revenir à la sécurité émotionnelle versus la sécurité physique, il y a des jeunes un jeune qui est né dans le corps d'une fille puis qui transitionne, va peut-être pas se sentir nécessairement confortable d'être dans un centre pour gars non plus, dû à tout ce qui pourrait être impliqué, mais va choisir le moins pire des deux. C'est un peu ça revient à ça, d'être tout le temps comme on n'a pas vraiment le choix. Fait que c'est lequel des choix qui est le moins pire, puis qui va moins me faire vivre de micro-agressions ou difficultés dans mon day-to-day life. Je pense que... Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. En terminant, de quoi vous auriez besoin, puis là je dis vous, je parle de la grande communauté des travailleuses de rue, pour améliorer, développer vos services? On a besoin de services spécifiquement pour la communauté queer. On a besoin de services qui ne vont pas toujours remettre en question l'identité de quelqu'un pour s'assurer de la sécurité de sa communauté. On a besoin de plus de connaissances dans les ressources qui sont déjà existantes sur la communauté et ses besoins. On a besoin de ne pas continuer constamment à protéger la communauté déjà présente au sein de ces organismes-là en disant ah, ben, tu sais, si ton jeune, il vient, ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire intimider, fait que c'est mieux qu'il vienne pas parce que nos jeunes, ils comprennent pas. C'est de pas prendre pour acquis que la protection et la sécurité des gens qui sont déjà présents surpasse ou devrait surpasser celle des jeunes qui sont constamment discriminés puis mis de côté puis ostracisés par le fait même d'exister puis de juste vouloir être puis être acceptés là-dedans.
Puis on a aussi besoin de ne pas remettre la nécessité de cette éducation-là sur la communauté queer, puis de prendre ça d'une responsabilité globale, puis d'une communauté, parce que ça fait juste continuer à aliéner ces personnes-là à ne être que cette partie-là d'eux-mêmes. Alors que, oui, je suis, moi-même étant trans, comme ça me fait plaisir, je donne des formations sur la transidentité vécue dans le milieu de la rue à différents organismes. Je fais ça parce qu'on me l'a pas nécessairement demandé, parce que je vois le besoin puis je vois la pertinence de le faire. Mais je pense que comme de séparer ça puis de pouvoir tout avoir un rôle à jouer là-dedans, ça serait beaucoup plus optimal pour que les jeunes se sentent aussi qu'ils ont tous des alliés à plein d'endroits, puis que c'est pas juste parce que tu fais partie de la communauté là, que tu es un allié, mais que tu peux l'être sans nécessairement vivre cette réalité-là. La formation continue, entre autres, dans tout le système, autant public que communautaire. Puis tu disais tout à l'heure qu'un travailleur de rue, c'est un peu comme un pont. Mais pour être un pont, il faut avoir une destination où aller. Puis, dans le fond, avoir plus de ressources, ce serait donc plus de destinations vers qui diriger tous ces jeunes-là. C'est ça? Oui, exactement. Parce que, présentement, il n'y en a pas de refuge pour la communauté queer. Il n'y en a pas d'organisme. Moi, je fais des présences dans un organisme qui s'appelle Jeunesse Lambda, qui est un organisme par et pour la communauté, qui fait un travail excellent, qui offre une accessibilité à... genre du trans gear, je sais jamais comment dire en français, là, des articles d'affirmation de genre. Oui, je l'ai eu, des articles d'affirmation de genre de façon gratuite aux jeunes pour pouvoir justement les amener à faire une transition esthétique, parce qu'il y a différents types de transition. J'ai pas pu parler plein d'effets intéressants, je pense, là, au sein de cette rencontre-là. On a une dizaine de minutes. On a une discussion post-émission après. Garde ça pour tantôt. Voilà, mais effectivement, mais tu sais, comme ma job, comme je l'ai dit, c'est de faire le pont, c'est de faire des références, mais là, si je suis un puis qu'il n'y a pas rien de l'autre bord, c'est pas super pertinent, puis ça me fait juste... Je fais compatir avec le manque de ressources, puis à ce moment-là, c'est un soutien, c'est un soutien, un support émotionnel que j'offre parce que je comprends, puis j'aimerais donc bien ça, qu'il y ait plus de services offerts, moi aussi. Nathan Depère, travailleur de rue à l'organisme En Marge 12-17, merci d'avoir été avec nous, puis on poursuit la discussion tantôt, là. Merci à toi. Pas trop loin. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Depuis aujourd'hui, le 8 mai, les personnes non-binaires au Québec peuvent demander un permis de conduire avec le marqueur de sexe X. Le gouvernement avait annoncé ce revirement de situation au début du mois de mars, avant même les conclusions du comité de sages sur les questions d'identité de genre. Pour obtenir ce changement, il faut se présenter à un point de service de la Société d'assurance automobile du Québec avec un certificat de changement de sexe délivré par le directeur de l'État civil. Une manifestation est prévue vendredi à Montréal contre la nouvelle directive du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, sur les toilettes mixtes dans les écoles. La semaine dernière, il a annoncé qu'il n'y aura plus de nouvelles toilettes mixtes dans les écoles. Celles existantes pourront toutefois rester en place et les écoles devront aussi s'assurer de prévoir des toilettes individuelles pour les élèves qui en expriment le besoin. La manifestation est prévue à 16h30 devant les bureaux montréalais du premier ministre François Legault. Et bonne nouvelle pour les communautés LGBTQ+ de Corée du Sud, le Festival de la culture queer de Séoul pourra finalement avoir lieu plus tard cette année. L'agence de presse Reuters rapporte que les organisateurs ont enfin obtenu cette semaine le permis nécessaire pour tenir l'événement. Ils avaient d'abord essuyé 4 refus de la part des autorités municipales qui se sont défendues d'avoir agi par discrimination. C'est le retour de Trana Wintour pour la chronique humoristique. Bonsoir, rebonsoir plutôt. Rebonsoir. On s'est parlé tantôt. Donc, quand tu es passé la dernière fois aussi, tu t'apprêtais à commencer les enregistrements de ton balado Les Divas. Oui. Là, tu en as déjà quelques-unes d'enregistrées. Il y en a même une émission qui est sortie. 3, en fait. 3 qui sont enregistrées et sorties? Non, juste 3 qui ont été enregistrés, un qui est sorti pour l'instant. Comment ça se passe? Super bien, sincèrement. Les enregistrements sont des enregistrements avec le public et c'est sincèrement des soirées magiques. Et je pense que
mes invités jusqu'à date, Mitsu, Marie-Mé, Anne-Marie Lozic, sont vraiment touchés par la présence du public et l'intérêt que le monde a dans leur carrière, dans leur vie. C'est vraiment des soirées magiques. Puis tu as l'air de triper, parce qu'évidemment, on voit des photos, des enregistrements et tout. Diva en apprentissage toi-même, hein? Oui. On se le rappelle. Exact. Comment va l'apprentissage? Est-ce que tu es rendu au niveau 3, niveau 4? T'en es où, là? Je pense niveau 3, 4. Maintenant, j'apprends beaucoup. Je m'amuse tellement. C'est un projet qui m'allume parce que ces femmes-là que j'ai la chance d'entrevuer sont vraiment mes grandes inspirations ou au moins des personnes qui me fascinent énormément. Alors, c'est comme un cadeau que je me suis offert, honnêtement. Puis tout est sold out, je pense. Presque. Il reste juste quelques billets pour Joe Bocan la semaine prochaine et Patsy Galland le 30 mai, mais très, très peu. Et c'est juste ces 5-là. C'est vraiment une série limitée, alors il ne faut pas le manquer. Alors, ben bravo pour ce projet-là, parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup d'engouement autour. Merci. Et là, ce soir, pour ta chronique, tu as hésité pour ton sujet. Oui. Tu m'as écrit en début de semaine en disant « Hey, c'est le Met Gala ce soir, alors j'ai envie d'en parler. » Puis là, le lendemain, tu m'as dit « Ah non, finalement, j'en parle pas. » Mais écoute, c'est si plate que ça, le Met Gala? C'était vraiment plate. Et je pense que la seule chose intéressante qui est ressortie, c'est juste la comparaison avec le Met Gala et le Hunger Games. Qu'on vit vraiment un moment de dystopia dans le sens que comment est-ce qu'on peut avoir une soirée comme le Met Gala où les personnes riches se démontrent d'une telle façon qui est tellement tone deaf avec tout ce qui se passe dans le monde. Sincèrement, je pense que ça fait aucun sens. Et j'ai pas trouvé un angle humoristique. J'ai seulement trouvé un angle qui m'enrageait et je me suis dit non, on va aller avec l'humour. Bon, parfait. L'autre sujet aussi, c'était le film Challengers. Tu m'as demandé est-ce que vous en avez parlé à l'émission. On n'en a pas parlé. Je pense pas qu'on va en parler parce que tout le monde en parle. Exact, mais je suis vraiment obsédée par le film Challengers. Je le recommande. C'est tellement fun. Oui, tout le monde parle de l'aspect érotique et sexuel, mais au-delà de ça, c'est tellement réussi. J'ai adoré. Bon, donc à aller voir. Ça vient de prendre l'affiche, je pense, il y a quoi, une semaine ou deux? Oui, et je recommande fortement d'aller le voir en cinéma parce que c'est vraiment une expérience sensorielle. Même juste au niveau du son, je pense qu'il faut le voir en cinéma. Bon, c'est noté. On va essayer de mettre ça à notre agenda. Mais là, finalement, aujourd'hui, tu as décidé de jeter ton dévolu sur MILF Manor. Exactement. Encore une fois, merci de faire mon éducation. Je ne connaissais pas. Alors, ben, je te laisse la parole pour nous expliquer ce que c'est et surtout ce que tu en penses. Parfait. Alors justement, MILF Manor, la télé-réalité le plus bizarre, est de retour pour une deuxième saison. Le titre du show MILF Manor vous dit quand même assez tout. Tout le monde sait c'est quoi un MILF? Parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une acronyme anglophone qui veut dire Mother I'd like to fuck. Bref, c'est des femmes, des mères, 45 ans et plus, qui ont toujours l'envie d'une vie sexuelle, qui ont souvent une esthétique un peu bimbo. Bref, moi, dans une dizaine d'années. Et les MILFs sont à la recherche de l'amour avec des beaux jeunes gars. Quoi de mieux? Mais dans la première saison que moi, j'ai adoré, il y avait un twist dans la première saison. Et le twist, c'était que tous les gars sur le show étaient les fils des mères. Je sais, c'est assez épouvantable. Je m'en souviens d'un moment dans le premier saison, dans le tout premier challenge qu'il fallait faire. Tous les gars se sont mis en chest et les mères avaient les yeux bandés. Et il fallait que les mères identifient leur propre fils en caressant les chests des gars. Alors, je pense que ça vous dit déjà que le show est vraiment cringe. Je m'attendais pas à une deuxième saison. J'étais chez moi en train de scroller, en train de trouver quelque chose à regarder. Là, j'ai vu qu'il y avait une saison 2 et je pouvais pas m'empêcher de le regarder. Et cette nouvelle saison, il y a un nouveau twist. Les gars ne sont plus les fils des mères, heureusement. Mais le twist de cette deuxième saison joue quand même dans la thématique de l'inceste. Et c'est que ce fois-ci,
Les pères des fils se joignent à l'aventure. Je pense que ça joue vraiment sur le complexe Oedipe un peu. Et aussi, la première saison a été tournée dans une manoir au Mexique, très glamour. Mais pour cette deuxième saison, c'est encore plus glamour. On est au Canada. Plus précisément, on est au lac Simcoe, en Ontario. Qu'est-ce qui peut être plus glamorous que le lac Simcoe en Ontario? Et c'est un show qui est vraiment low budget. Il n'y a même pas un animateur, animatrice. Les personnes qui jouent dans le show, ils reçoivent des messages textes au hasard qui le lisent à voix haute. Très, très, très low budget. J'adore. L'écart d'âge entre les gars et les MILF est quand même assez extrême. Les gars ont entre 21 et 25 ans et les MILF ont entre 45 et 55. Je juge pas quand même, but, you know, les gars de 21, déjà les gars dans la quarantaine sont assez immatures. Imaginez les gars de 21 ans, OK? On s'entend que le monde qui participe à ce show n'est pas totalement correct. Il y a une femme dans la cinquantaine dans le show qui a le surnom Sparkle. Imagine avoir 50 ans et que tu veux que le monde t'appelle Sparkle. En tout cas, je ne devrais pas juger pauvre Sparkle. J'imagine qu'elle a vécu des choses. Il y a également un gars qui est clairement sur quelque chose. Il s'appelle Joey. Il est le plus jeune. Il y a un moment où il invite un des MILF de lui joindre dans le spa et il lui demande s'il peut mordre ses fesses. Et il est vraiment obsédé par l'idée de mordre des fesses. Il a même dit que mordre les fesses, c'est son love language. Clairement, vous ne pouvez pas manquer ce show, OK? C'est fou. Le MILF est un peu déstabilisé par cette demande de Joey, mais elle donne quand même son consentement. Et par la suite, elle adore l'expérience. C'est comme une révélation pour elle d'avoir eu ses fesses mordues. Elle est comme au ciel, honnêtement. Dans la deuxième épisode de la saison, il y a un défi père versus fils. Il faut que chaque groupe fait des danses érotiques pour les MILF, style Magic Mike. Et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi cringe dans ma vie. Spoiler alert, c'est les pères qui gagnent. Go les pères! Il y a quand même des moments tristes dans le show qui veulent être touchants, mais qui sont juste tellement mal placés dans ce type de show. Le fils d'un des mères a été assassiné il y a moins de 2 ans. So, elle est vraiment dans le deuil et ça fait awkward parce que c'est un environnement party. Et aussi, un des fils a une mauvaise relation avec son père. Ça fait des années qu'ils ne se parlent plus. Et quand il voit son père au MILF Manor, c'est vraiment la première fois qu'il parle depuis des années et c'est très malaisant. Le fils est clairement triggered par la présence de son père. Et je pense que les producteurs du show sont assez horribles, honnêtement, assez méchants. Ce que je n'aime pas, c'est que je pense qu'il n'y a évidemment rien de mal pour que les femmes de 45 ans et plus veulent vivre leur sexualité, de retrouver la romance dans leur vie. J'haïs un peu qu'on moque cette idée avec cette circonstance tellement bizarre. Mais à part ça, même si c'est cringe, c'est un peu comme une car crash, c'est impossible de regarder ailleurs. Je vous recommande de le regarder malgré moi. J'aime penser que j'ai quelqu'un qui a des goûts assez élevés, mais de temps en temps, je peux pas résister à la merde, honnêtement. Et si vous voulez regarder les fils jouer contre leur père pour gagner l'amour d'une femme aussi instable pour vouloir faire un show comme MILF Manor, le tout se joue sur TLC, The Learning Channel, chaque dimanche soir, et vous pouvez me remercier d'avance. Merci.
Trana, fantastique, encore une fois. Et malheureusement, j'ai comme réalisé tout à l'heure, c'était ta dernière chronique avec nous cette saison, si je me Oh, c'est trompe ma pas. dernière? Mais je pense que oui, parce que tu n'es pas disponible Non, je pense pour... que j'ai une... Ah ouais? On fait 5, n'est-ce pas? Ben là, je m'en souviens plus. Faudrait que je regarde le calendrier, OK, mais mais je pensais que c'était la dernière parce que tu peux pas être Si le 12 c'est la juin. dernière, j'aimerais dire que j'ai adoré l'expérience. Sinon, ce sera awkward. On se revoit dans un mois. Mais là, là c'est moi qui ai l'air awkward. Mais non, mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est merci à toi parce que on a reçu vraiment beaucoup de commentaires à chacune de tes chroniques. Oh, merci. Les gens ont adoré et moi, j'espère qu'on va reprendre ça à la saison 2. J'espère aussi. Yes! Voilà, tu viens de faire une personne heureuse ce soir. Merci beaucoup, Trana. Merci à vous autres. Avant de poursuivre, j'aimerais prendre quelques secondes pour souligner le départ d'un fidèle auditeur de l'émission. Roger Leduc était présent presque toutes les semaines depuis l'automne, depuis qu'on a commencé au mois de septembre, jusqu'à ce qu'il ait un accident un peu plus tôt cet hiver. Il nous a quittés le 3 mai, vendredi dernier. Je l'ai appris ce soir. Alors, j'aimerais exprimer mes condoléances à tous ses proches, dont un de ses fidèles amis qui est là ici ce soir. Merci beaucoup de semaine en semaine d'être ici avec nous. Et puis, sur une autre note, j'aimerais en faire rappeler que si jamais vous êtes abonné à notre infolette, et donc si jamais vous ne l'êtes pas, il faut vous abonner, vous avez vu en début de semaine que nous préparons désormais une deuxième infolettre que l'on va envoyer tous les dimanches à nos abonnés Patreon. Vous y trouverez du contenu exclusif comme des suggestions lecture et visionnement choisis par nos invités de la semaine. Et c'est aussi l'occasion donc d'écouter la discussion post-émission que nous avons avec nos invités et le public sur place. Tu sais, tantôt, là, quand Nathan disait « j'ai plein de choses à dire », mais on va les dire après l'émission. Donc, c'est l'occasion pour vous de poursuivre la discussion avec nous. Notre Patreon est en ligne depuis 2 semaines seulement. L'abonnement, c'est 5 $ par mois, mais c'est un soutien collectif qui est précieux pour nous, pour toute l'équipe, pour la mission de notre média indépendant inclusif. Pour vous abonner, patreon.ca/tous. On poursuit ce soir notre couverture des enjeux liés au VIH. On vous a parlé un peu plus tôt cet hiver de prévention, de dépistage. Il y a 2 semaines, des avancées médicales dans le domaine, notamment avec le fameux I = I, indétectable = intransmissible. Et lors de cette entrevue, il y a 2 semaines, avec René Légaré de la Coxida, on avait abordé rapidement la criminalisation de la non-divulgation du VIH, du statut séropositif. Alors ce soir, on plonge dans le dossier en compagnie de Laurent Trépanier-Capistran, avocat et coordonnateur du service VIH Infodroit à la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, la Coxida. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, pronom il, lui, encore masculin. Et ce soir, je suis tout en noir, pratiquement, à l'exception de ce petit macaron rose, I = I. D'ailleurs, il y en aura, si jamais le public est intéressé après, faites-moi signe, venez me voir. Mais sinon, j'ai des jeans avec des écritures dessus comme un jeune adolescent. Et c'est toi qui as écrit sur tes jeans? C'est moi-même qui ai écrit sur mes jeans, homemade. Et une veste en jeans, pas de manches.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un allié des communautés LGBTQ+. Oui, question la plus difficile, j'anticipe, de cette entrevue. Mais je pense qu'être un allié, c'est une définition qui appartient aux communautés. C'est-à-dire, c'est toujours un badge d'honneur pour un allié ou une personne qui ne fait pas nécessairement partie des communautés, mais ça doit être quelque chose, je pense, qui appartient à la communauté de définir ce qu'est un allié, ce qui ne l'est pas. Donc, quand on le reçoit, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ça nous valide, mais il ne faut pas non plus attacher ou regarder toutes nos actions sous cet angle-là et reconnaître que ça provient d'abord et avant tout de la communauté, je pense. Beaucoup d'humilité dans tes paroles, Laurent. Donc, commençons par le début de notre gros sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que dit la loi en ce moment sur la non-divulgation du statut séropositif entre partenaires sexuels? Bon, qu'est-ce que dit la loi sur la non-divulgation du VIH? En fait, la loi, si on fouille dans le code criminel, là, Kim, on ne trouvera pas les mots VIH. Donc, je vous épargne une longue et ardue lecture. Ça ne se retrouve pas dans la loi à proprement parler. C'est plutôt une interprétation qui a été faite de la loi par les cours qui nous a amenés finalement à la situation ou à l'état du droit actuel qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le jugement qui est un peu guide en ce moment, c'est un jugement qui date de 2012? En effet, 2012, l'affaire Mabior, en fait, dans laquelle, c'est un jugement de la Cour suprême, donc dans laquelle la Cour suprême est venue nous dire une personne vivant avec le VIH doit divulguer son statut lorsqu'il y a une possibilité réaliste de transmission. Et là, la Cour suprême, dans toute sa splendeur, ne nous dit pas exactement ce qu'est une possibilité réaliste de transmission, mais va nous dire, par contre, quand est-ce qu'il n'y en a pas, dans un cas très spécifique. Et à cette époque-là, on est en 2012, hein, je le rappelle, la science a quand même un peu évolué depuis ce temps-là. Mais la Cour suprême nous dit qu'il n'y a pas de possibilité réaliste de transmission si on a deux critères ensemble. Une charge virale, donc cette mesure de la contagiosité, finalement, du VIH, donc une charge virale à 1500 copies, et port du condom. Si on a ces deux critères-là ensemble, la personne vivant avec le VIH n'a pas à faire une divulgation ou un dévoilement à son partenaire sexuel à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a motivé les juges à définir ces deux critères ensemble? Oui, la logique, en fait, derrière le raisonnement juridique, là, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'infraction spécifique au VIH. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on utilise des infractions qui sont déjà au code criminel et on les adapte à la situation. Dans l'histoire du droit canadien, on a utilisé une panoplie d'infractions qui vont du voie de fait simple à tentative de meurtre. L'infraction qui est la plus communément utilisée à ce jour, c'est agression sexuelle grave. C'était le cas dans Mabior, effectivement. Et la logique juridique des juges qui nous amène à ce critère-là, c'est que le consentement est vicié si la personne n'a pas fait une divulgation. Donc, autrement dit, le partenaire sexuel de la personne vivant avec le VIH n'aurait pas toutes les informations pour avoir un consentement qui est libre et éclairé. Évidemment, Kim, tu auras compris que ce n'est pas une décision avec laquelle la communauté est nécessairement d'accord, par contre. Mais justement, bon, ça date d'une douzaine d'années, on l'a dit, ce jugement-là. Depuis, il y a eu des avancées scientifiques. Donc, le milieu s'est mobilisé pour essayer que ces avancées scientifiques-là se reflètent dans le traitement judiciaire des cas. Et vous avez notamment travaillé avec les fameux DPCP, les directeurs de poursuites criminelles et pénales. Qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là? Bon, un peu complexe. Il faut comprendre que ça n'a pas changé comme tel. Mabior, aujourd'hui, il s'applique toujours. OK? Qu'est-ce qui a changé? C'est quand est-ce que... C'est au niveau de quand on intente la poursuite. Quand on a devant un acte criminel, le parcours normal d'une plainte, souvent, c'est on va faire une plainte à la police fait son enquête, et une fois que l'enquête est terminée, on prend le dossier et on l'envoie au DPCP. Là, le DPCP, son job à cette étape-là, c'est de définir est-ce qu'il y a une preuve suffisante pour trouver une personne coupable avec des critères légaux. Hein? Et si le DPCP pense que oui, bien, à ce moment-là, il va intenter la poursuite et lancer le processus judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 au Québec? C'est que le DPCP a émis une position institutionnelle qui vient dire que si une personne vit avec le VIH et a une charge virale de 200 copies ou moins, prend son traitement antirétroviral et fait ses tests de charge virale aux 4 à 6 mois chez son doc, à ce moment-là, le DPCP, lui, considère qu'il n'y a pas une possibilité réaliste de transmission dans ce cas-là, dans ces 3 critères-là qui sont cumulatifs. Et dans ce cas-là, même s'il reçoit un dossier de la police, il n'intentera pas de poursuite judiciaire contre cette personne-là.
Donc ça, pour vous, c'est quand même une certaine avancée, mais il y a un mais, justement. C'est comment s'assurer que cette position institutionnelle-là, elle est appliquée réellement par le DPCP? Bon, et là, c'est la zone d'ombre qu'on a, du moins à la Coxida, c'est-à-dire que je ne sais pas, moi, comment cette position institutionnelle-là, elle est diffusée à l'intérieur du DPCP. Est-ce qu'il y a des formations à tous les ans pour les nouveaux procureurs? Est-ce que cette directive-là a été annoncée en 2019 et on n'en a plus jamais reparlé? Je n'ai pas ces informations-là et le public ne les a pas non plus. En d'autres mots, s'il y a un procureur qui autorise, malgré ces critères-là, une accusation, on ne sait pas comment un juge ou une juge réagirait devant ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il va se sentir ou est-ce qu'elle va se sentir liée par ce jugement de la Cour suprême de 2012 ou est-ce que ce juge-là ou cette juge-là va plutôt avoir tendance à appliquer la position institutionnelle du DPCP? On ne le sait pas. On n'a pas de cas qui a été devant les tribunaux pour poser cette question-là. Entre toi et moi et ton public, on ne veut pas non plus avoir ce genre de cas-là parce que ça serait une mauvaise nouvelle, mais il y a une zone d'ombre définitivement là. Et ce que je dis souvent aux personnes qui appellent au service, c'est choisissez en fonction de comment vous êtes confortable avec quel niveau de risque. C'est bien imparfait la situation et j'aimerais donner un autre conseil juridique, mais souvent c'est le conseil que je suis forcé de donner. Si vous êtes vraiment inconfortable avec le risque, orientez-vous plutôt vers adapter vos actions à Mabior. Et si vous êtes confortable avec un faible niveau de risque, mais quand même avec des conséquences qui sont élevées, hein, je pense que le niveau de risque, il est faible dans tous les cas, c'est quand même une conséquence élevée. On parle d'agression sexuelle grave, on parle de la peine de prison la plus élevée possible au Canada. Donc, il y a ça dans la balance. Il y a des personnes qui sont inconfortables avec assumer ce faible risque-là, mais avec une conséquence très grave. Bon, mais justement, ça m'amène à parler de l'impact de ce cadre juridique. En fait, on vient de faire quand même un bon portrait du cadre actuel, mais l'impact de ce cadre-là sur les personnes séropositives, c'est quoi? Bien, il y en a plein, mais je pense que le plus gros, le plus visible, entre guillemets, c'est définitivement d'ajouter une couche importante de stigmatisation. Il faut reconnaître qu'il y a déjà de la stigmatisation par rapport au statut sérologique, mais là, si on vient en plus ajouter à ça une stigmatisation qui vient du droit criminel, une stigmatisation où on perçoit cette personne-là comme criminelle, bien là, on vient vraiment, c'est ça, institutionnaliser en quelque sorte ou participer à l'institutionnalisation d'une stigmatisation. Et aussi, ça va nuire aux efforts de prévention, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas être confortables dans leur dévoilement nécessairement, vont avoir des barrières au dévoilement, et ça nuit aux efforts de prévention que ce soit les organismes communautaires ou la santé publique, là, dépendamment des niveaux où on se trouve, mais ça nuit à ces efforts de prévention-là, peu importe, je dirais, de où ils viennent. Ça nuit aussi au dépistage, peut-être? Ou... Absolument, oui. Nuit au dépistage, parce qu'il faut comprendre que si une personne ne connaît pas son statut, bien évidemment, il n'y a pas de risque de criminalisation à ce moment-là. On ne peut pas reprocher à cette personne-là de ne pas avoir divulgué une information qu'elle ne connaissait pas elle-même. Si une personne a un doute à savoir est-ce que peut-être j'ai eu un acte à risque et qu'en temps normal, sans criminalisation, on irait se faire dépister, bien là, si on a ce doute-là et qu'on a une crainte par rapport à la réaction du partenaire ou de la partenaire, peut-être qu'on va être plus frileux un peu à aller se faire dépister ou frileuse à aller se faire dépister. Donc, effectivement, ça a des impacts là-dessus aussi. Un autre impact possible dont tu me parlais et qui est peut-être moins fréquent, mais pas inexistant, c'est l'instrumentalisation de ce cadre juridique, soit en cas de rupture ou encore dans une relation conjugale ou violente. Comment ça s'exprime exactement, cette instrumentalisation-là? Bien, effectivement, tu sais, on peut regarder l'affaire. Il y avait Mabior, mais il y avait aussi une autre affaire DC, qu'elle s'appelle, qui est montée jusqu'en Cour suprême aussi, on parle moins parce qu'elle a été écartée pour des raisons procédurales dans lesquelles je ne veux pas entrer ce soir parce que c'est vraiment moins intéressant. Mais c'est-à-dire que dans ce cas-là, par exemple, on avait une femme qui était dans une relation long terme avec un homme. Et cet homme-là a instrumentalisé dans une mauvaise rupture que la première relation sexuelle qu'ils ont eue, il n'y avait pas eu de dévoilement. Et donc, dans cette mauvaise rupture-là, a instrumentalisé le statut sérologique de madame jusqu'à aller faire une plainte à la police. Et là, ça a forcé cette femme-là à gravir les échelons et à devoir se défendre en cours. Elle n'avait pas le choix, c'est pas elle qui a intenté la poursuite, elle était dans une position où elle devait se défendre. Donc, on peut voir dans différentes situations des cas où le partenaire ou la partenaire va instrumentaliser cet état du droit-là pour atteindre son ex dans ce cas-là.
Alors, devant tous ces constats du milieu communautaire du VIH, c'est quoi les revendications maintenant que vous faites? Oui, mais les revendications de la Coxida depuis un certain nombre d'années, depuis 2013, on a une position à la Coxida qui s'oppose à la criminalisation du VIH et qui dit, à l'image de l'ONU-SIDA d'ailleurs, que les seuls cas où on pourrait accepter que le VIH, la non-divulgation du statut sérologique au VIH soit criminalisée sont dans les cas où il y a effectivement une transmission et qu'il y a une intention de nuire de la personne et donc d'avoir ces deux critères-là ensemble pour pouvoir considérer effectivement une criminalisation. Et donc, dans tous les autres cas, de délaisser la question du droit criminel ou de la sécurité publique pour plutôt s'orienter vers une logique de santé publique. Et ce critère-là d'intention, comment on le définirait? Parce que ça peut être large, l'intention. On le balise comment? Tout à fait. Donc, déjà, dans le droit criminel, il faut comprendre qu'il existe des barèmes qu'on n'a pas besoin nécessairement de réinventer, c'est-à-dire qu'il existe des différents niveaux d'intention. Nous, à la Coxida, on pense qu'on devrait viser un niveau d'intention élevé pour éviter, par exemple, des oublis ou des simples négligences. Donc, on est plutôt dans une logique de viser un niveau d'intention élevé. Il faut comprendre que ce n'est pas la Coxida qui passe de nouvelles lois. C'est un pouvoir qui appartient évidemment au Parlement canadien dans ce cas-ci, mais ça fait partie de nos revendications. Justement, tu viens de dire, bon, la voie politique, il y a la voie juridique aussi. Il y a deux manières, en fait, de faire évoluer le droit, donc politique Absolument. et juridique. Est-ce qu'il y a une option que vous privilégiez en ce moment? L'option, je dirais, judiciaire consiste à retourner jusqu'en Cour suprême. Donc, avoir un cas qui va regravir tous les échelons de la hiérarchie judiciaire pour retourner en Cour suprême pour que la composition actuelle de la Cour suprême, hypothétiquement, nous dise, ce qu'on appelle dans le jargon, on overrule, donc on revient sur la décision de 2012. C'est un sacré parcours du combattant, ça. L'autre option est de plutôt s'adresser au gouvernement en place pour faire des pressions pour qu'il y ait un changement plutôt qui vienne de la loi, donc un changement législatif pour adapter la situation. Et ça, la Coxida, il travaille très fort avec des partenaires canadiens. Je vous dirais, depuis le lendemain de la décision Mabior en 2012, il y a eu plusieurs jalons au travers de cette aventure-là, mais effectivement, c'est l'option qui a été privilégiée, je dirais, dans la dernière décennie. Là. Alors, les demandes du milieu sont claires. En même temps, dans la population en général, il y a encore beaucoup de méfiance envers le VIH, avec raison, hein, quand même. On n'a toujours pas trouvé de remède au VIH. Alors, comment convaincre le public de la nécessité de ces changements qui ont pour but, pour vous, d'améliorer la qualité de vie des personnes séropositives, mais aussi de protéger ce sentiment de sécurité dans la population? Oui, bien, tu dis avec raison. Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ça au sens où on est devant un phénomène que nous, on associe davantage à une question de santé publique plutôt qu'une question de sécurité publique. C'est-à-dire que le VIH, je pense, par son mode de transmission, il est associé à une certaine moralité parce qu'il vient toucher la sexualité, la consommation de drogue, par exemple. Donc, on a des préjugés, je pense, qui sont associés à ces sphères-là de nos vies. Alors que dans d'autres cas, par exemple, virus, on peut penser à la COVID-19, par exemple, où c'est un virus qui est éminemment plus facile à transmettre sur le plan scientifique là, que le VIH, qui est un virus quand même relativement difficile à transmettre quand on s'y attarde. Donc, l'idée est plutôt de délaisser cette logique de sécurité publique-là pour passer vers une logique de santé publique, ce qui est démontré qu'on va avoir davantage d'impact d'ailleurs avec ça. Ça va être plus facile de faire de la prévention, donc de donner les outils aux gens sur comment prévenir, mais aussi quoi faire en cas d'exposition et de démystifier, de déstigmatiser ça et d'ouvrir la discussion. C'est beaucoup plus bénéfique que de fonctionner avec plutôt la méthode du bâton qui est associée évidemment à une méthode de sécurité publique où on utilise le droit criminel. En terminant, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour ailleurs dans le monde. Oui. Le Canada, il se situe où par rapport à d'autres pays quant à cette approche judiciaire? On n'est pas un très bon élève. Non? On est dans les pires au monde, en fait. C'est assez clair. On a compté 224 cas de criminalisation au Canada au travers de notre histoire de criminalisation de la non-divulgation du VIH. Et il y a 92 pays dans le monde encore qui criminalisent d'une manière ou d'une autre la non-divulgation du VIH. Donc, pour vous donner une idée, il y a quelques pays qui font
plus piètre figure que le Canada, dont les États-Unis, sans grande surprise. Pour vous donner un comparatif, là, juste l'État de la Floride, on compte 627 cas de criminalisation seulement en Floride. Mais quand on regarde ailleurs dans le monde, on se rend compte que le Canada score assez fort sur le palmarès des mauvais joueurs. Et mettons des bons élèves pour vous, là. Est-ce qu'il y a quelques pays qui vous viennent en tête? On a vu un certain mouvement au niveau de la décriminalisation, je dirais, entre autres dans les pays scandinaves, le Danemark, au tournant là, des années 2010. On a vu beaucoup d'actions de ce côté-là. Donc oui, il y a des possibilités, il y a de l'espoir en ce sens s'il y a une volonté politique. Il y a des manières d'améliorer la situation, effectivement. Après ça, il faut que notre gouvernement fédéral, dans ce cas-ci, parce que le droit criminel relève du gouvernement fédéral, prenne ses responsabilités et agisse. Ces fameux pays scandinaves. On les cite tellement souvent. Laurent Trépanier, capistran, avocat, coordonnateur du service VIH Infodroit à la COQ-SIDA. Merci beaucoup pour ce travail j'avais envie de dire démystification, mais d'explication. Voilà, vulgarisation. Un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Parlons maintenant culture, parlons littérature avec Kama Macrel. Bonsoir, Kama. Bonsoir. Tu as eu toute une journée, hein? Oui. Et je suis là. Kama qui me texte 15 minutes avant le début de l'émission. Je vais être là, je vais être là. Karma, est-ce que tu peux te décrire ce soir? Oui, je porte du verre. Vers le micro, pour oui, qu'on pardon. t'entende. Parce que je me regardais, je suis genre, qu'est-ce que je porte? Je porte du verre avec des rayures jaunes et rouges. Et moi, j'ai déjà mes Tes ongles. les ongles, merci. J'avais le mot qui me venait en anglais, genre mes nails, mes ongles. Merci. Mes ongles du printemps en hot pink. Et ils sont vraiment plus à la coche que ces miens. Vraiment, tu en as bien pris soin. Alors, Kama, ce soir, tu as décidé de nous parler de Joshua Whitehead. Oui, parce que je me suis dit, gros challenge, allons-y. Gros challenge. Bon, d'abord, c'est qui? Oui, je vais parler de Joshua Whitehead, qui est un auteur contemporain. Il est né en 1989 dans le Manitoba et c'est un auteur bispirituel, queer, autochtone, Ojibwe de la Première Nation des Péguis au Manitoba. Il a fait des études littéraires à Winnipeg et il est maintenant professeur en études littéraires et en études autochtones à l'Université d'Alberta. Je dirais que c'est un personnage, c'est une personne très importante, c'est une figure queer et autochtone très importante dans les milieux anglophones. D'une manière générale, qui a beaucoup changé le milieu de la littérature, et ses œuvres ont été traduites en français, dont Johnny Appleseed, qui est son roman qui était sorti déjà chez Mémoire d'Encrier en 2021, mais là, ça vient tout juste de sortir en format poche, donc on va en parler, et aussi Lettres d'amour au territoire, qui est son essai, qui vient aussi d'être... Les deux œuvres sont traduites par Yann Desrochers. Mais il y en a, oui, mais il y en a un qui n'a pas été traduit, c'est ça? J'en parlerai dans un instant, ouais. Et les deux sont publiés chez Mémoire d'Encrier et Lettres d'amour au territoire sort ce mois-ci. Donc là, je l'ai vraiment... Tu es très dans l'actualité. Ouais, l'actualité littéraire. Comment, toi, Joshua est arrivé dans ta vie? Comment Joshua est arrivé dans ma vie? Joshua est arrivé dans ma vie à travers Johnny Appleseed, en fait. Okay. Moi, je l'ai découvert d'abord à travers Johnny Appleseed, quand le livre est sorti en 2018. C'est intéressant parce qu'en 2018, c'est là où moi, je commençais à lire de la littérature contemporaine canadienne, parce que je ne lisais pas de la littérature canadienne avant. Et j'ai commencé avec des autoristes queer. Et il y a une maison d'édition, en fait, Arsenal Pulp Press, qui est basée à Vancouver, qui a publié, qui est une des plus grandes maisons d'édition qui publie les autoristes queer au Canada, qui est là depuis quand même très longtemps, avait publié, entre autres, Catherine Hernandez, Scarborough, qui a aussi été traduit en français. Donc, je me rappelle avoir pris Scarborough et Johnny Appleseed, et c'était un peu mes deux romans préférés de toute l'année. Ça reste en fait deux de mes romans préférés. Bon. Jusqu'à maintenant. Mais là, avant de parler de Johnny Appleseed, c'est ça. Voulais-tu nous parler là, tout de suite de Ouais. l'autre là, Oui, qui n'a pas été en traduit? fait, donc ça a été
complexe. Je me sens toujours pas en confiance de pouvoir parler de Joshua Whitehead comme écrivain parce que c'est tellement complexe et il y a tellement de couches. Donc, je vais essayer de passer à travers. En même temps, je te rassure, c'est sûr que tu es plus qualifié que moi. Mais je me suis dit que pour comprendre c'est qui Joshua Whitehead et pourquoi est-ce qu'on devrait le lire en français. Ses œuvres ont été traduites, c'est un peu ça, un peu ce dont j'essaie de parler. En fait, je pense que dans Lettres d'amour au territoire, qui est son essai, il parle de sa pratique littéraire, entre autres, et il parle de son premier livre, qui est un recueil de poésie qui s'appelle Full Metal Indigequeer, qui a été publié en 2017. Et ça, c'était son premier livre. Il n'a pas encore été traduit. On va voir s'il va être traduit en français. Mais je pense qu'en parler, c'est très important pour comprendre c'est qui Joshua Whitehead. Donc, je tiens à commencer avec le début. Donc, Full Metal Indigequeer, c'est un recueil de poésie qui se concentre sur un personnage hybride autochtoqueer. Autochtoqueer, c'est une traduction. Ariane Desrochers se sert de cette traduction dans Lettre d'amour au territoire. En anglais, on dit indigequeer. Oui. Et indigequeer, c'est vraiment la notion ancestrale, c'est de ramener l'ancestralité du fait que dans chez plusieurs peuples autochtones, la queeritude coexistait déjà avec l'autochtonie. Donc, c'est cette identité qui a été réclamée. Et donc, en français, ça devient... Là, c'est tout nouveau. C'est la première fois que moi j'ai vu le terme. Dans la traduction de Lettre d'amour au territoire, Ariane l'a traduit comme autochtoqueer. Et c'est la première fois, parce que je ne savais pas qu'il y avait une traduction, je l'ai appris en On va voir si lisant. ça passe dans l'usage, Voilà, mais voilà. C'est quand même des racines intéressantes qui ont été mises ensemble. Ouais. Et donc, le Full Metal Indigequeer parle d'un personnage qui s'appelle Zoa. Et Zoa, c'est ce qu'on appelle un trickster. Donc, je vais expliquer c'est quoi un trickster. Dans la mythologie, le folklore, la religion, le trickster, c'était un peu le personnage d'une histoire qui pouvait être un dieu, une déesse, un humain ou un esprit, souvent, qui fait preuve d'un certain degré d'intelligence et de connaissances secrètes et ensuite l'utilise pour jouer des tours ou désobéir aux règles normales, à la normalité. Et dans nombreuses traditions autochtones, la figure du trickster est très importante parce que le trickster, c'est ce qui te permet d'être en contact avec le sacré. En d'autres mots, ce que le trickster va te faire aussi, c'est qu'il va te jouer des tours et il va te faire rire. Et rire, d'ailleurs, Joshua Whitehead en parle dans Lettre d'amour au territoire, est quelque chose qui est très important pour les peuples autochtones parce que c'est ce qui te connecte aussi au sacré et c'est ce qui te surprend. Donc, dans ce recueil de poésie, Full Metal Indigequeer, il y a ce personnage qui s'appelle Zoa, qui est une invention bispirituelle et qui revient de l'apocalypse, en fait, qui revient de la fin du monde pour entrer et récupérer des récits autochtoqueer. Dans ce sens-là, ça suit une tradition orale, donc je vais en parler un peu plus tard parce que Joshua Whitehead parle beaucoup de l'oralité. Qu'est-ce que l'oralité veut dire? Oui, c'est tellement important dans les cultures autochtones. Là. Ouais, et Zoa infecte, envahit, elle devient un virus en fait pour des œuvres canoniques et populaires afin de recentrer les moyens de survie bispirituelle. Donc elle devient un virus qui infecte à la fois d'un côté Shakespeare, d'un autre côté Lana Del Rey, d'un autre côté Grindr, pour pouvoir te donner un autre modèle qui revient de l'avenir. Et je tenais à commencer avec ça parce que je trouve que ce personnage de Zoa dans ce recueil de poésie qui n'a pas encore été traduit est très important parce que c'est un personnage qui revient plus tard, mais aussi, moi je trouve que ce personnage nous permet vraiment de comprendre c'est qui Joshua Whitehead. Et comment est-ce qu'il écrit et c'est quoi ces deux livres. Mais est-ce que c'était quelque part, je ne vais pas dire autobiographique, parce que clairement, c'est pas un trickster, un esprit de Joshua Whitehead, mais est-ce que quand tu dis ça nous le présente bien, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose un tout petit peu de lui dans... Absolument, oui? Okay. Et il en parle, ouais. On pourra plonger davantage. OK, cool. Et là, est-ce qu'on passe à Johnny Appleseed, c'est ça? Oui, donc là, je vais parler de Johnny Appleseed, qui est le roman de Joshua Whitehead, donc, qui est publié, traduit par Ariane Desrochers, publié chez les éditions Mémoire d'Encrier, donc l'édition Poche vient tout juste d'être publiée. Johnny Appleseed, c'est vraiment le livre qui a un peu mis Joshua Whitehead sur la map littéraire dans le Canada. Je tiens à dire que le livre a remporté le prix du gouverneur général, plusieurs prix littéraires, mais en particulier, le livre est sorti en 2018. Mais en 2021, le livre gagne Canada Reads, qui est le combat des livres. Pour ceux et celles qui connaissent peut-être pas le contexte, Canada Reads, c'est une grosse émission nationale sur CBC, donc la version anglophone de Radio-Canada,
où, en fait, il y a certains livres qui sont sélectionnés. Ensuite, c'est une espèce de débat qui dure une semaine. Et ensuite, on va trouver le livre que tout le Canada doit lire cette année. Et j'adore. Et Joshua Whitehead était définitivement la première personne autochtone à gagner Canada Reads. Ouais, et je trouvais ça génial parce qu'il y a tellement de sexe là-dedans aussi. Et on disait, tout le Canada doit lire ce roman avec tellement de sexe queer. Incluant la Saskatchewan et le Manitoba, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, Johnny Appleseed, donc le roman. Johnny Appleseed, c'est le personnage principal de ce roman. Et donc, lui, c'est un jeune bispirituel autochtoqueer et qui a quitté sa réserve. Donc, il vient d'une réserve dans le Manitoba et qui a quitté sa réserve et qui est arrivé à Winnipeg, donc dans la grande ville, et qui a besoin de trouver des manières de vivre. Donc, Johnny devient travailleur de cybersexe. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il se fétichise lui-même par rapport à souvent des hommes blancs qui veulent qu'il performe une forme une performance indienne, c'est dans ce côté colonial. Donc, il fait ça comme cybersexe. Donc, vraiment, et il le dit dedans, il met des costumes d'Halloween, là, tu sais, tous les clichés, pour se faire de l'argent en faisant du cybersexe. À travers tout ça, en fait, le récit se passe sur 5 jours. Ce qui se passe au tout début... C'est rapide quand même. Du début à la fin du livre, là? Il y a tellement de jeux dans la narration et la temporalité. Okay. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que Johnny apprend que son beau-père sur le Rez est mort. Donc là, lui, il doit partir aux funérailles de son beau-père pour soutenir sa mère. Et il a 1 semaine pour ramasser suffisamment d'argent pour pouvoir retourner sur la réserve. Mais donc le tout dans ce sens-là se passe en l'espace de 7 jours. Mais dans ce 7 jours, il y a plein de retours en arrière et des retours en avant aussi, des détours vers le futur, où on parle d'histoire d'amour, de traumatisme, de sexe, de parenté, d'ambition, de souvenirs de sa grand-mère. La Kokum, la grand-mère, est un personnage qui prend beaucoup d'espace dans le roman. Et en fait, quand on voit le monde de Johnny, c'est que c'est un monde qui est fait d'une série de ruptures, d'appendices, de liens. Et à mesure qu'il se prépare à rentrer chez lui, il apprend à reconstituer tous les morceaux. Et à travers tout ça, il y a aussi sa relation avec Tias. Tias, c'est un garçon autochtone de sa réserve avec qui il a une relation depuis qu'il est enfant, qui est un peu son premier amour, sa première expérience sexuelle. Sauf que Tias, à un certain moment, on apprend que Tias met Jordan enceinte. Ils vont avoir un enfant. Donc, il y a aussi un triangle où il navigue son propre deuil affectif à travers tout ça. Et il y a un côté fantastique aussi où donc la narration est à la première personne, mais tout reste très, très, très nuancé et on a accès à différents personnages. C'est ce que j'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup surtout aimé le personnage de la Kokum, de la grand-mère, mais aussi c'est qu'il l'écrit dans un univers qui appartient à une pensée et une structure autochtone. Donc, les rêves, par exemple, sont très présents. Johnny a plein de rêves. Par la suite, quand j'ai lu Lettre d'amour au territoire, j'ai appris que Joshua Whitehead, dans sa vie, a des rêves prophétiques, etc. Il y a une scène en particulier dans Johnny Appleseed où le personnage a du sexe avec un ours, genre un animal. Dans un rêve. On ne sait pas trop si c'est un rêve ou pas, mais c'est vraiment là où ça joue dans la temporalité, ça joue dans les univers, ça ouvre une autre manière de comprendre le monde. Et il y a des moments où on sent qu'il y a quelque chose qui vient du futur. Tu sais, tout comme Zoa qui vient après l'apocalypse. Mais dans Johnny Appleseed, on trouve cet élément du futur aussi qui revient. Par rapport à ça, et pour faire le lien aussi avec Zoa, c'est que une des choses que Joshua Whitehead explore dans ses œuvres, c'est l'importance des espaces virtuels. Donc ici, c'est une personne qui fait du travail du sexe à travers, qui est sur Grindr, etc. Donc, et dans Lettre d'amour au territoire, il parle aussi de l'importance de l'espace virtuel, surtout pour les peuples autochtones. De quelle manière, dans ce troisième ouvrage, ça se transpose? Je vais lire. Oui. En fait, il a tout un chapitre dans le troisième ouvrage qui parle des jeux vidéo et je trouvais ça très, très riche et très, très fort. C'est quoi le titre de ce chapitre? C'est l'année en jeux vidéo. Donc, il parle d'une année où il ne fait que jouer des jeux vidéo. Mais il dit, le corps, là je cite, « Le corps est une console branchée à une prise.
Il se recharge pendant que l'esprit se détache du chaos de sa psyché. Pour nommer ainsi les fissures s'étant formées dans l'exosquelette après avoir reçu des averses de pierre dans nos vies quotidiennes et se loge plutôt dans la sphère de mon imagination la plus débridée. Et plus tard, il continue, il dit « J'en parle parce que les jeux vidéo ont permis à mon corps de se reposer pendant que je jouais, de canaliser les énergies de mon esprit tourmenté, envahi par l'anxiété, la dépression, le deuil et la tristesse, pour les rediriger vers quelque chose de constructif et d'enrichissant, vers la mise en récit, l'intrigue, la métaphore, l'agentivité, et aussi parce que les jeux vidéo m'ont forcé à interroger mes propres désirs. De quoi ai-je besoin et de quoi ai-je envie dans un monde en tant que Nape Oji Neiho bispirituel? Donc, qui est un élément qui est présent dedans, qui revient, je dirais, à travers tout le corpus. Voilà pourquoi je voulais commencer avec ce personnage de Zoa. D'ailleurs, une des choses que Joshua Whitehead explique dans Lettre d'amour au territoire, c'est qu'il y avait des poèmes dans Full Metal Indigequeer, où dans le processus d'édition, ces poèmes ont été enlevés. Et plus tard, c'est ces poèmes qui sont devenus le roman. C'est comme ça que le personnage de Johnny Appleseed prend forme et devient tout un roman. Il y a beaucoup de liens entre les 3 livres dont tu nous parles, mais est-ce qu'ils s'apprécient quand même individuellement? Ah, absolument. OK. Absolument. Je pense que ça se lit très différemment. Si vous êtes plus... Moi, parce que, bon, je vais me mettre à parler de Lettre d'amour au territoire. J'avoue que c'était une des lectures les plus difficiles que j'ai faites de toute ma vie, et j'en parlerai dans un instant. Peut-être pour conclure ce Johnny Appleseed par rapport au roman lui-même. Si vous aimez des romans, il est bon, ce roman. Je veux dire, ça se lit... c'est très contemporain en même temps, ce que je trouve très intéressant. Toutes les références sont une référence d'une chose à une autre. Donc, la culture populaire est très, 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 très présente. Et moi, qui suis pas très bonne en culture populaire, je ne comprends pas tout. Je ne savais même pas c'était qui Lana Del Rey, par exemple. Par exemple, donc, il y a une culture pop qui est très présente, mais le tout est écrit avec une poésie, une aise. Genre, ça se lit, là. Je peux le comparer à un verre d'eau, là. Ce roman-là, si vous aimez les romans, Donc, vaut mieux commencer avec Johnny Appleseed. Johnny Appleseed. Oui. OK. Johnny... Et en quoi c'était si difficile, comment ça s'appelle, Lettre d'amour au territoire? Maintenant, parlons de Lettre d'amour au territoire. Quand je dis que c'est difficile, je n'ai pas dit nécessairement que c'était une mauvaise chose. Je pense que pour moi, c'était intéressant de lire ce livre parce que je dirais que ça, c'est une vraie écriture décoloniale. Et venant de moi, qui travaille la poétique décoloniale dans mes propres œuvres littéraires, etc., même pour moi, quand je l'ai lu, c'est que je pouvais voir... En fait, j'étais dans un système qui était... je ne sais pas si difficile, c'est le mot dont j'ai envie de me servir. J'étais dans un système auquel je n'ai pas l'habitude. Parce que j'opère dans un système colonial et le langage reste colonial et la structure en anglais et en français, la structure reste coloniale. Et ce que Joshua Whitehead fait dedans, c'est qu'en fait, lui, il infuse un esprit autochtone, une manière d'être, un univers autochtone à son écriture lui-même. Ça se manifeste comment? Oui, je vais en parler. Je vais en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important. En fait, il nous faut revenir à l'univers, aux univers autochtones, dans le sens que dans l'univers et la pensée Oji-Cree, ce ne sont pas que les êtres vivants qui sont animés par des esprits, mais c'est aussi les objets, les récits et les mots. Donc, Joshua Whitehead, lui, te dit que Zoa est infusé d'un esprit, que Johnny Appleseed est son propre esprit, c'est un esprit qui circule dans le monde indépendamment de lui. Donc là, je vais vous donner une petite citation de Lettre d'amour au territoire. Donc, il dit « Le simple geste de donner souffle au langage, de produire des sons, est une porte d'entrée vers le soin communautaire. L'oralité que je conçois comme un outil narratif est donc une porte d'entrée qui ouvre à la fois sur l'enrichissement communautaire et sur la création d'avenir fondé sur l'entrelacement de nos histoires. » Donc, en fait, et je vais continuer avec une autre citation et ensuite je vais en parler, il dit un peu plus tard « Je fais appel à mon système linguistique pour essayer de répondre à mes propres questions. En Nehiya Wenin, on ne genre pas les objets comme en français ou en anglais. Plutôt, la langue contient des animations qui se distinguent dans des langues précédentes parce qu'on loge nos relations dans nos langues. Où l'anglais et le français voient des rivières, le ciel, le feu et les pierres comme des choses inanimées, en Nehiya Wenin,
toutes ces choses sont animées et empreintes d'un esprit qui fait partie de notre famille. Donc pour lui, c'est pas uniquement l'objet, mais c'est les mots, c'est la langue, c'est la manière de parler. Donc souffler, donner une forme à des mots est quelque chose qui est inscrit dans une histoire et qui est inscrit dans le relationnel. Et ce qu'il y a de très impressionnant avec ce livre, c'est qu'il arrive, moi je dirais qu'il arrive à faire ça avec son écriture. Et donc, ça reste un peu accessible. Et moi, je te regarde, mais là, je regarde aussi en arrière Catherine, notre interprète, qui fait tout en langue des signes. Et je suis comme, bravo Catherine là-dessus, parce qu'il y a quand même des phrases que, comme tu dis, on n'est pas habitué nécessairement de lire ça. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est surtout, je trouve que, tu sais, au tout début, c'est que c'est la relationnalité, tu sais, où tout est relié, l'esprit de la rivière relié à l'esprit de la roche, qui est relié à l'esprit de l'humain, qui est relié à l'esprit de l'écrivain, qui est relié à l'esprit du conteur, de la conteuse, du mot, de la phrase. Et je trouve que ce qui fait dedans, en fait, l'objet littéraire, le livre que tu finis par tenir entre tes mains, devient un peu le corps de cet esprit. Et ça, j'ai trouvé très, 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 très impressionnant. Difficile parce que ça m'a mis dans la marge en tant que lectrice. Normalement, j'ai accès à une forme de lecture qui est beaucoup plus ancrée dans une pensée coloniale, en anglais, en français, alors que là, même moi, en tant que lectrice, ça me mettait dans une marge, ce qui est très important, c'est l'inconfort de se dire « Ah, il y a d'autres univers, il y a d'autres mondes ». Bon, en même temps, je crois que le livre sort bientôt et je voulais absolument le lire pour pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, ce qui fait que, il fallait que je le lise quand même assez rapidement, mais je pense que pour moi, c'est un livre que je garderai à côté de moi, sur ma table de chevet. Pour replonger de temps en temps. Je pense que ça devrait se lire. Moi, j'ai hâte de le relire avec plus de lenteur et vraiment laisser chaque chapitre, chaque mot faire son effet, prendre l'effet que ça a. Ça parle aussi du territoire, de la relation au territoire. Il parle aussi beaucoup du corps. Spécifiquement, comment est-ce qu'il écrit du corps. Il a tout un chapitre où il parle de son expérience en tant que personne, parce que quand il a grandi, il était gros, et c'était quoi sa relation en tant qu'autochtone, efféminé et gros en même temps. Et c'est très vulnérable. Il parle de ses troubles alimentaires, il parle de boulimie, il parle d'anorexie, les deux qu'il a eu dans sa vie. Ça, je trouvais que c'était très, très vulnérable de faire ça dans un essai. Et il y a d'autres moments aussi où... Il y a du stock. Il y a du stock. Ouais, et il parle aussi de la... il émet aussi un peu des questions sur c'est quoi la littérature, c'est quoi l'essai. Donc, il se positionne sur moi en tant qu'écrivain autochtone qui écrit un essai, mais on n'a pas de notion d'essai dans l'autochtonie. Donc, comment est-ce que je réclame le langage? Comment est-ce que je le refais? Et un autre point que je veux dire, il y a 2 chapitres où il y a plein de mots en Ojibwe, dont avec écrit en Ojibwe, donc c'était pas juste la prononciation des alphabets, et rien n'est traduit. Donc et ça, je trouvais que c'était aussi une expérience très très forte parce que moi, ça m'a complètement déstabilisé comme lectrice. Donc pour ceux et celles qui aiment la non-fiction, qui veulent absolument se challenger à un niveau intellectuel, émotionnel, spirituel, dans le langage, dans le littéraire, dans les idées, lettres d'amour au territoire, c'est très très fort. Et je tiens, avant de conclure, à souligner vraiment le travail extraordinaire de Ariane Desrochers, la traductrice, qui traduit, parce que c'est vraiment, vraiment pas facile de pouvoir traduire des œuvres comme celle-là, et je trouve que c'est un travail extraordinaire, donc je tiens à le souligner. Donc, Johnny Appleseed, en version de poche, ça vient de sortir. Lettres d'amour et territoire, ça va sortir? Je crois que ça vient de sortir. Ouais. Et l'autre, on attend toujours la traduction. Oui. Ton amour pour Joshua Whitehead ou admiration, je ne sais pas comment tu écris, est manifeste. Merci beaucoup, Camargue, de nous avoir présenté cet auteur, comme tu as dit, important maintenant dans la littérature contemporaine canadienne. Merci. C'est déjà le mot de la fin. Nos remerciements cette semaine. Notre invité Nathan Depère, travailleur de rue à En Marge 12-17 pour la semaine du travail de rue. L'humoriste cette semaine, Trana Wintour. Elle est là. Merci beaucoup que tu m'as fait rire une fois de plus énormément. Merci aussi à Laurent Trépanier-Capistran, avocat à la Coxida. Merci beaucoup de ta présence et de tes lumières. Merci à Kamala Macrel, chroniqueuse en littérature. À la technique cette semaine, Lou Perreno. Nos interprètes en langue des signes, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépin. Derrière le bar, Dominique Séguin.
Il fait la pause, comme toujours. Et je souhaite la bienvenue dans l'équipe à une nouvelle collaboratrice bénévole qui vient faire de la recherche pour nous, Caroline Desmartins, mais ici présente. Merci pour ton temps et ton soutien. Je vous invite à venir nous voir au Normandie tous les mercredis. L'enregistrement a lieu à 19h. Venez pour un 5 à 7 avant ou restez pour le karaoké après. Mais surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Mais abonnez-vous à notre infolettre que j'envoie tous les jeudis, en fait dans la nuit de mercredi à jeudi. Et écrivez-nous info@commercialtoust.com pour vos suggestions et commentaires. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous cette semaine et je vous dis à mercredi prochain. Restez là.